bonjour à vous tous, chers amis. Je vous salue, je fais une vidéo très bonne heure ce matin. Bon, pour vous, ce sera dimanche quand vous regarderez cette vidéo. Pour moi, il est samedi. Donc, nous sommes le samedi 28 décembre 2024. J'espère que vous allez tous bien, chers amis. Moi, ça va, ça se passe très bien. Je parle doucement parce qu'il est quand même de bonne heure. Et je ne veux pas réveiller mes voisins, vous comprenez? Parce que ici, dans cette résidence où je me trouve, l'isolation laisse à désirer. C'est des bâtiments assez anciens, on va dire. Pas très vieux, enfin, pas tout récent non plus. Alors, n'oubliez pas, chers amis, faites-vous plaisir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, écoutez, abonnez-vous, likez, partagez, mettez un pouce, activez la clochette et tout le reste. Vous savez ce qu'il faut faire si vous voulez que, ma foi, les vidéos, la chaîne s'agrandisse. C'est pas le cas en ce moment. Depuis déjà un certain temps, c'est pas le cas. Bon, enfin, j'espère que vous allez bien. Moi ici, tout va bien. Alors, nous poursuivons aujourd'hui. Nous poursuivons sur l'histoire de nos monarques, de nos rois, pardon. Excusez-moi, j'aime pas trop ce mot monarque. Je ne sais pas pourquoi. Il y a quelque chose qui me gêne dans cette expression. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui me gêne, c'est qu'en employant ce mot monarque, ça me fait penser à quelque chose totalement opposé à nos valeurs, c'est-à-dire aux valeurs d'hommes de foi. Bon, quelles que soient vos croyances, hein. Je ne veux pas dire ici tel ou tel, hein. Vous voyez, chacun y va selon ses ressentis, selon ses propres opinions. Avoir la foi en son pays, avoir la foi en ses valeurs. Alors les valeurs de savoir vivre, on va dire, de bonne manière, parce que les bonnes manières se perdent de plus en plus. Alors là, je suis avec Clotaire Ier. On va y aller, on va commencer, hein. Alors, Clotaire Ier, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Bon, on va donner ses titres, hein, pour tout dire. Alors, il est roi des Francs, donc 23 décembre de 558 à 561 seulement. Ah bon? Prédécesseur Childebert Ier, réunion de tous les royaumes francs. Successeur Caribert Ier, qui c'est ça, Caribert Ier, on voit que les médaillons. Roi de Paris, Gontran, roi d'Orléans, voilà. Sigebert Ier, roi de Reims, et Chilpéric, enfin premier roi de Soissons. Roi des Francs de Soissons, de 511 au 23 décembre 558, 47 ans, oui, c'est pas mal. Prédécesseur Clovis Ier, division du royaume. Successeur lui-même, réunion de tous les royaumes francs. Roi des Francs d'Orléans de 524 au 23 décembre 558, 34 ans. Prédécesseur Clodomir, division du royaume. Successeur lui-même, réunion de tous les royaumes francs. C'est quoi ça? Ah oui, la liste, bon. Roi des Francs de l'Est, alors de 555 au 23 décembre 558, 3 ans, prédécesseur Thibaut, successeur lui-même, réunion de tous les royaumes francs. Alors, biographie, titre complet, roi des Francs de 558 à 561, roi de Soissons de 511 à 561, roi des Francs de l'Est de 555 à 561, roi d'Orléans de 524 à 561, co-roi. Ah bon, ça existé ça? Co-roi de Burgonde de 534 à 558, roi de Paris et des Burgondes, voilà. Dynastie mérovingien, date de naissance vers 497. Lieu de naissance 60, date de décès 30 novembre 561 ou 31 décembre 561, bon c'est pas trop.
On ne sait pas trop. Lieu de décès Compiègne, donc dans le pays franc, sépulture Soissons, père Clovis, mère Clotilde, voilà. Fratrie Thierry Ier, Ingomer, Clodomir, Gildebert Ier, Clotilde. Alors ça c'est une autre Clotilde, hein. Rappelons-le bien. Conjoint Igonde, Gondioc, Armégonde, Schönsin, Radegonde, ensuite Vuldetrade, enfant Gontier, Childéric, Ribert, Gontran, Sigebert, Clodoswint, Chilpéric, Cram, Gondobald, non reconnu. Bon, il a pas reconnu son dernier enfant. Bon, ça peut arriver. Alors, est-ce que c'est long? Est-ce que nous avons... Ah là, on a quand même un peu plus de contenu. Oui, on a un peu plus de contenu. Bon, on va remonter. Ah, j'ai vu les Lombards là encore. Décidément, les Lombards ont souvent croisé les Francs. Voilà. Donc, bon, la fonctionnalité des mariages et des successions. Le mariage chez les Francs. Les Francs, comme les autres peuples germains, pratiquent l'endogamie. C'est quoi ça? Par opposition à l'exogamie, l'endogamie est observable dans les sociétés où l'on choisit son partenaire à l'intérieur du groupe, à l'exclusion des personnes touchées par un interdit. Elle ne concerne jamais la famille, même si elle pousse à un mariage préférentiel dans le clan. Oui. Au sein de la CIP, c'est quoi la CIP? Bon. Ou clan, groupe de parenté étendu. Ah. Le mariage prend plusieurs formes. Le père est le chef de la famille et exerce son autorité mondium ou mondobordium sur ses femmes, ses enfants, ses esclaves. Il a le pouvoir d'accepter ou de refuser les mariages de charges membres de sa famille. Les jeunes nobles francs pratiquent une éducation sentimentale auprès des esclaves de leur famille, de leur familia, ou des filles de leurs proches. Il en résulte souvent plusieurs mariages avec ses épouses de jeunesse. Friedelfrau, qualifiée d'épouses de second rang ou d'épouses morgonatiques. Ce type de mariage, la Friedeler, est généralement hypergamique. Bon, ben on voit ce que ça veut dire. Est un individu et fait un conjoint dont le niveau social est plus élevé, ou plus généralement dans une société. Bon. Ce type de mariage, la Friedelei, est généralement hypergamique, je l'ai dit, et est conclu de façon privée entre le mari et la femme. Ah. Le chef de famille peut décider d'établir pour les jeunes francs arrivés à maturité des mariages avec des épouses prestigieuses dites de premier rang. Bon, ce type de mariage célébré en public permet le rapprochement des familles assurant une alliance diplomatique. Cette polygamie entraîne la confusion chez les chrétiens traditionnellement monogames. Ah oui, ça, qui applique naturellement le droit matrimonial romain et qualifie à tort ses épouses de concubines ou de maîtresses, croyant leurs enfants illégitimes. Or, les enfants issus des différents mariages sont tous égaux en matière de succession. Le père garde cependant le droit d'écarter de sa succession les enfants de son choix. La politique matrilinéaire de parentèle. Bon. La succession de la dynastie mérovingienne. Dans la tradition germanique, le mode de succession des rois sur le trône, la tanistrie. Qu'est-ce que c'est que ça? Nom celtique désignant la succession par le cadet et non par le fils. Mais quoi?
se fait entre frères de l'aîné au Benjamin, puis aux oncles et aux neveux. Mais depuis le règne de Clovis Ier, la loi salique impose le partage du royaume entre les fils du roi. Bon. Biographie, voilà. C'est de section évidemment, mais ça c'est pas étonnant. Buste imaginaire, seulement, de Clovis, de Clotaire Ier, pardon, frappé sous Louis XVIII. Ah bon. Partage du royaume des Francs en 511, après la mort de Clovis. Survenu le 27 novembre 511, le royaume des Francs est partagé, bon ça on l'a vu. Les années 520, échec de la guerre contre les Burgondes, 523-524, je passe assez rapidement. Mariage de Clotaire avec Gondioque, reine d'Orléans. Clotaire épouse alors Gondioque, la veuve de Clodomir, ce qui lui assure la possession du trésor de Clodomir et lui assure les droits que détient Gondioque en tant que seule héritière du roi Godégésil. Ouf, j'y arrive. La loi Gambette, c'est quoi ça, la loi Gambette ou loi des Burgondes est un code de loi civile et pénale promulgué au début du VIe siècle par le roi des Burgondes, Godebout, puis augmenté par ses successeurs, Branchies-Edmond et Godomar III. Bon. Voilà, alors mariage de Clotaire avec Arnégonde, Ingonde, lui ayant demandé de trouver un mari digne de sa haute lignée. À sa sœur Armégonde, le roi ne trouve finalement pas meilleur prétendant que lui-même et décide d'épouser Armégonde, donc deux femmes. Elles devront vivre ensemble jusqu'au décès d'Ingonde vers 546, les années 530-540. Vous voyez, à l'époque, c'est ce que je vous dis, hein. C'est ce que je vous dis, il n'y a pas grand-chose de chrétien là-dedans, si vous voulez. Les Mérovingiens étaient assez, on va dire, ils gardaient la loi, la foi primordiale, hein, celle de leurs ancêtres. Et voilà, ça fait un peu désordre pour les chrétiens, mais Charlemagne il mettra un peu d'ordre, entre guillemets. Vous voyez, c'est un peu ironique ce que je dis, mais c'est vrai. C'est ironique, oui. Les années 530-540, alors là aussi, cette section est vide, évidemment. Bon. En 531, Hermann Fred, roi des Thuringiens, a promis à Thierry une partie du royaume de Thuringe et l'aide à se débarrasser de son frère Baldéric. Bon, allez, la princesse Radegonde, il l'a fait conduire dans la ville royale d'Ati, c'est où ça, hein? C'est une commune, ah oui d'accord, dans le département de la Somme et région de France, d'accord, en Vermandois, bon ça c'est chez nous, dans notre royaume, enfin dans le pays franc. Lorsque Clotaire veut la recevoir à Vitry en Artois, oui ça on voit bien que c'est dans l'Hexagone, elle profite de la nuit pour s'enfuir avec des compagnons. Ah, d'accord, elle est partie en courant quoi. Voilà. En 1638, elle est amenée à Soissons pour épouser le roi en tant que reine non légitime, mais légitime quand même. Ah bon. Il faut se conforter sa domination sur la Thuringe. C'est contradictoire. Voilà. Bon, enfin bref. Regardez, je sais pas pourquoi il souligne là. Tout ça, c'est pas très bon. Partage du royaume d'Orléans, 1632. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Conquête du royaume des Burgondes en 534, conquête de la Provence 537 et échec de l'invasion de la Septimanie visigothique 542. L'empereur Justin Ier 518-527 propose aux Francs de s'emparer de la Provence astrogothique en échange d'un soutien dans sa reconquête de l'Italie. Oui, bon. Péripéties familiales, là aussi c'est vide apparemment.
Les années 550, le rattachement du royaume de Thibaut, 555. Soumission des Saxons et de la Thuringe. La mise sous tutelle de l'Auvergne. Bon. Bientôt, c'est le pays de l'Hexagone qui est mis sous tutelle, chers amis, sur le plan économique, hein. Là, je parle en 2024. Alors, 2024 ou 2025, parce que là, l'année 2024 s'achève bientôt. La réunification du royaume en 558. Childebert meurt sans descendance d'une longue maladie, ce qui permet à Clotaire de réunifier à nouveau le regnum francorum de son père Clovis et de s'emparer du trésor de son frère. Oh, le vilain. La mort de Cram par Évariste Vital-Laminé, musée des Beaux-Arts de Brest. C'est en Bretagne, ça. C'est assez loin de chez moi, mais voilà, regardez. Joli tableau, hein. Fin de vie, voilà. Alors, Clotaire tente d'augmenter les impôts des églises. Ah, il s'en prend à l'église. Bon, malgré l'exemption accordée par le droit romain, dont elle bénéficie et qui est confirmée régulièrement par les édits royaux, en effet, Childéric Ier accorda des immunités aux églises. L'évêque injuriosus, ça s'invente pas, hein. Enfin, ici, et de Tours s'y refuse et Clotaire abandonne son dessein. À la mort de l'évêque, le roi le fera remplacer par un membre de sa domesticité nommé Baudin. C'est Grégoire de Tours qui parle, hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, c'est que le Vatican qui est derrière. Mais en même temps, vous voyez, vous sentez quand même, chers amis, j'espère que vous faites attention à tout ce que je vous dis là, à tout ce que vous voyez par vous-même d'ailleurs sur Wikipédia. Vous pouvez remarquer que les rois ne s'embarrassaient pas avec la nouvelle religion chrétienne. Ils continuaient comment dire, bon, ils toléraient les chrétiens, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais ils les toléraient. Mais en même temps, ils n'abandonnaient pas la foi de leur père, la foi de leurs ancêtres, les Celtes, les Gaulois, comprenez? C'est pour ça que je vous dis que Charlemagne mettra un peu d'ordre, entre guillemets, attention à ce que je dis, ce que je vous dis, c'est une invasion, entre guillemets, ou une extension de la chrétienté sur l'ex-Gaule, on va dire, hein, le pays franc, qui deviendra le pays France, voilà, hein, de l'Hexagone, carrément. Et là, les conversions s'y feront, mais je vous en parlerai quand on parlera de Charlemagne, pour l'instant, et même de son père Charles Martel. Bon, enfin, en 561, donc j'ai dit Clotaire tente d'augmenter les... Bon, on l'a dit. Hein. De même, il exile l'évêque Nisi. Vous voyez ce que je vous dis, hein, du moment que le clergé commençait à se rebeller contre le roi, il ne s'embarrassait pas. Il faisait exiler les renégats, quoi. Enfin, ceux qui s'opposaient à ses édits, quoi. Vous voyez, à la mort de l'évêque, le roi le fera remplacer, bon, je l'ai dit, par Baudouin. De même, il exile l'évêque Nisier, voilà, de Trèves, à cause de Trèves. C'est où ça, Trèves? C'est pas chez nous, ça, c'est? Ah non, d'Allemagne. À cause de son inflexibilité sur le droit canonique. Oui, voilà, oui. Dès qu'on s'oppose au roi, le roi est légitime de prendre la décision qui lui incombe. Mais malheureusement, à partir de Charlemagne, les futurs dirigeants, enfin les futurs princes, ben voilà, hein. Il y a que Philippe le Bel, je crois qu'il y a Philippe le Bel qui s'est opposé vertement à Rome, oui, c'est Philippe le Bel. Alors, voilà.
Igon et Clotaire accordent une décoration au tombeau de Saint-Germain d'Auxerre. Oui, bon, ça c'est... Voilà. La basilique qui conserve un calice donné par la reine. Clotaire épouse encore Chunsin, puis Vulderade en 555. Les deux, hein, il épouse les deux apparemment. Veuve de Thibaut, son petit-neveu apparemment. Je ne sais pas si c'est les deux ou alors l'une est écartée ou décède, hein, meurt. À la fin de son règne, le royaume franc est à son apogée, couvrant toute la Gaule. Vous voyez, c'était encore la Gaule. Ouais, oui. Donc, à l'exception de la Septimanie, alors la Septimanie, comme on a dit, province de Narbonne, d'accord. Il meurt à la fin de l'année 561 d'une pneumonie aiguë à 60 ans, pas très vieux, enfin pour l'époque, hein, laissant son royaume à ses 4 fils qui allèrent l'enterrer à Soissons dans la basilique Sainte-Marie qu'il avait commencé. Alors, ça, c'est Grégoire de Tours qui dit Sainte-Marie. Hein. En fait, c'est l'église Marie, tout simplement. Hein. Toutes les basiliques où il y a le nom Marie, vous verrez, il y a des signes, il y a des signes d'Odin, odiniques, on va dire. Voilà, vous verrez. On lui prête ses dernières paroles sur son lit de mort. Hélas, quel est donc ce roi du ciel qui fait mourir ainsi les plus puissants rois de la terre? Grégoire de... Oui, bon, ça, c'est lui qui le dit. Hein. Succession, bon, ben voilà, hein, Caribert. Voilà, reçu l'ancien royaume de Childebert, d'accord, Pyrénées, Provence, Gontran, Sigebert, Childéric, l'édification du monachisme. Qu'est-ce que c'est que ça? Clotaire finance la construction du monastère, ah oui d'accord, Sainte-Croix de Poitiers, dans lequel se replie Radegonde et fait transférer les reliquaires que la reine a accumulés lors de son séjour auprès du roi jusqu'au monastère de Sainte-Croix. Ça, c'est Grégoire de Tours qui le lit, hein, attention. Mariage et descendance de Clotaire, selon Grégoire de Tours. Bon, il n'y a que lui qui parle, quoi. On dirait qu'aujourd'hui, ou alors dans le XXe siècle, il n'y a pas eu d'historien. Vous voyez, c'est ça qui m'agace avec Wikipédia. Et puis faites attention à ces intelligences artificielles. J'ai vu qu'ils font souvent référence à une presse connue, on va dire mainstream, hein, dont Wikipédia notamment. Selon Grégoire de Tours, le roi Clotaire a eu 7 fils, 10 femmes, d'accord, Lingon, bon. Une femme qui était d'un rang plutôt aisé présente son fils nommé Gondovald, né à la fin des années 540 ou au début des années 550, comme un fils de Clotaire. Clotaire ayant semé des enfants dans toute la Gaule. Bon, ça c'est pas très joli, hein. De dire comme ça, il a semé. Enfin, il s'agit là d'une affirmation aussi plausible qu'invérifiable. Bon, ça c'est Grégoire de Tours, faut se méfier. Vous savez, les religieux n'apprécient pas ce qui n'est pas conforme à leur pensée. Vous voyez, dès que ça touche des artefacts de la Gaule, de l'ancienne religion odinique, alors là, ils écartent ça en disant probablement. Vous voyez ce que je veux dire? Il reste dans l'approximation. Voilà. Mais il ne donne pas de date, rien du tout. Bague d'Igonde épousée vers 516. Bague, on va voir un petit peu de près ces bagues. On voit rien. Ouais, vous voyez, c'est pas des signes très chrétiens tout ça. Alors, je ne sais pas de quoi ça à quoi leur attacher. Regardez, là c'est encore plus visible. Ouais. Il n'y a pas de signe chrétien du tout. Hein. Voilà. Enfin. Tableau généalogique. Bon, ben, si vous avez la patience, chers amis, vous regarderez représentation dans les arts, télévision. Bon, ok, on arrête là.
je reviens ici. Voilà, c'était quoi? Bon. Voilà, chers amis, donc cette vidéo va s'achever. Elle a été un peu longue peut-être, mais voilà, je voulais un petit peu vous donner un aperçu du réunion dont nous parlions aujourd'hui, à savoir, ça y est, Clotaire Ier, oui, Clotaire Ier. Donc je vais arrêter là cette vidéo, je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que en ce dimanche, vous allez peut-être sortir, faire un petit peu les préparations. Vous avez des magasins qui sont ouverts, vous savez, pour pouvoir faire vos provisions pour les fêtes de fin d'année. Écoutez, alors nous vivons sous le calendrier romain, je vous le rappelle. Hein. Justinien, non, c'est pas Justinien. Je ne sais plus comment on l'appelle. Hein, bon, bref, nous sommes sous le calendrier romain, donc 1er janvier ou pas. Enfin, voilà, je vous souhaite, chers amis, d'être heureux avec vos proches, votre famille, vos amis. Bon, si Noël est une fête plus familiale, on va dire, le jour de l'an, les réveillons de Nouvel An se passent en famille, mais aussi entre amis, voire entre voisins. Si vous arrivez à trouver des voisins avec qui vous vous entendez, ce serait le bon moment. Si vous vous parlez, si vous ne voyez pas souvent, de faire un peu plus connaissance, de vous réchauffer en discutant, en buvant un petit peu, enfin bon, et en mangeant bien sûr. Hein. Faut manger quand même. Vivre bien, vivre heureux, c'est le plus grand bonheur que je vous souhaite à tous, et on se dit à très bientôt. Ciao.